on va passer une petite demi-heure avec vous quatre et on va accueillir Daniela Touzé, qui est là. Bienvenue madame, je vous en prie. Alors voilà, il y a encore un siège. Qui est chargée du développement commercial du centre de recherche en machines thermiques. Quelques questions en une petite dizaine de minutes à poser à madame Touzé. Alors, soyez à l'écoute, tous les quatre, parce que nous débrieferons ensuite son expérience et les propositions qu'elle nous fait, et on échangera, et j'aurai des questions à vous poser sur le management de votre transition. Comment ça se passe? Avec quels moyens? Pour quels effets? Et quels acteurs? Le centre de recherche en mécanique technique existe depuis 45 ans. Et alors, je crois qu'au départ, c'était un labo de l'école centrale de Lyon. Et puis après, il a élargi ses activités dans une coopération avec Renault Trucks. Et vous travaillez avec ce nom qui est resté, sous le format d'une entreprise privée. Quelle est votre activité aujourd'hui ? Alors bonjour à tous d'abord et merci beaucoup de nous avoir conviés à cet événement. C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous. Et merci Monsieur Loubry, je vois que vous connaissez très bien le CRMT, donc tout ce que vous avez dit, j'ai enquêté un peu. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on est, comme vous l'avez bien dit, une société privée, une PME d'ingénierie qui, depuis 45 ans, effectue des actions pour la mobilité durable. Aujourd'hui, nos activités se classifient en trois pôles d'activités stratégiques. Nous avons tout d'abord la mesure de polluants. C'est une activité très importante pour nous. On réalise des mesures de polluants aussi bien normatives que non normatives. Nous avons notamment fourni la technologie du projet Équilibre, que beaucoup d'entre vous connaissez certainement. Mais nous sommes aussi présents sur le fluvial, le ferroviaire, pour venir voir à l'échappement ce qui se passe en termes de pollution. Nous avons aussi, deuxièmement, 5 cellules d'essai dans la société, d'essais moteurs, dans lesquels nous pouvons venir tester aussi bien des moteurs alimentés à l'hydrogène, au gaz naturel ou en biocarburant. Et notre troisième activité, c'est l'activité d'ingénierie dans laquelle nous retrouverons entre autres l'activité de retrofit, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est quelque chose que nous réalisons du diesel vers le gaz naturel et pourquoi pas demain vers l'hydrogène. Alors c'est votre trajectoire effectivement, hein, et vous avez un projet là-dessus, vous nous l'expliquerez. Hein, le next step c'est l'hydrogène. Sur les rétrofits de gaz, alors quelle est la demande et quelle est votre proposition précise ? Alors, notre proposition précise est, depuis 20 ans, une offre qu'on appelle en première monte. Donc, en fait, c'est du rétrofit 0 km. On reçoit des véhicules neufs pour le compte de constructeurs, de motoristes qu'on vient modifier pour les faire fonctionner au gaz. Ça, c'est ce qu'on a su faire depuis 20 ans. Maintenant, depuis 3 ans, nous avons commencé à observer une dynamique assez intéressante dans notre métier, puisqu'on a commencé à avoir de plus en plus de demandes qui viennent du terrain, donc des gens qui sont des transporteurs, des logisticiens, des collectivités, qui cherchent des solutions de verdissement, et pour le coup, dans ce qu'on appelle la deuxième monte, donc des véhicules qui sont déjà usagés. La raison est très simple. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous avons d'une part la réglementation qui évolue, des politiques qui ne cessent aussi de passer d'une énergie à une autre, c'est compliqué à suivre. Et puis, finalement, aussi une transition énergétique qu'on doit tous faire et qu'on se voit quelque part, je dirais, imposer aussi, peut-être parfois même coûte que coûte. Et d'un autre côté, on a la technologie. Ce que j'entends par là, c'est les solutions auxquelles les principaux acteurs concernés pourront faire appel pour faire face à la transition. Et en fait, entre les deux, on constate qu'il y a un fossé qui n'arrête pas de se creuser parce qu'en fait, cette réglementation évolue beaucoup plus vite que ce que l'état de l'art technologique peut offrir. Et des capacités des constructeurs à pouvoir
construire des moteurs. Entre autres, mais j'entends par là aussi l'infrastructure, le prix de l'énergie, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un facteur aussi super important. Et c'est là que l'opportunité de la perspective de verdir une flotte existante d'une manière économiquement viable semble très prometteuse, ce qu'on appelle le rétrofit. Le transport scolaire est un bon terrain de jeu pour ça. Alors, vous faites plus qu'expérimenter parce que vous produisez aujourd'hui sur ce secteur et pour vos clients de ce secteur. Alors, quels impacts vous pouvez mesurer de la transformation énergétique pour ce type de prestation? Alors, aujourd'hui, nous avons une solution. Une seule solution qui a été développée, validée et que nous allons déployer cette année. Donc je travaille déjà sur la conversion de 15 véhicules que je dois livrer en fin d'année à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon client, c'est l'entreprise Berthollet. En termes d'impact, c'est vrai, comme vous l'avez dit, le segment du transport de voyageurs et plus précisément celui des véhicules scolaires était stratégique pour nous. Pourquoi? Parce que en fait, nous l'avons choisi pour plusieurs raisons. Mon client, quand il est venu me voir, il a simplement eu le besoin de vouloir verdir sa flotte, peut-être du diesel Euro 5 au diesel Euro 6, excusez-moi, peut-être vers l'hydrogène ou vers le gaz. Mais nous avons fait le choix du gaz tout d'abord parce qu'il en a besoin cette année. L'hydrogène, c'était peut-être un peu plus compliqué pour lui, en tout cas, qui a déjà aussi une station, c'est important. Nous sommes on observe en fait un réel gain environnemental sur ce type de véhicule. On est du passage de l'Euro 5 diesel vers l'Euro 6 gaz naturel sur des trajets qui se caractérisent par beaucoup d'arrêts, beaucoup de phases à froid. Et en fait, nous, en tant qu'experts dans la mesure de polluants, on a pu constater des facteurs, par exemple en termes d'oxyde d'azote, facteur 20 sur ces trajets, puisque... Facteur 20. Facteur 20, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on a travaillé aussi avec l'ADEME, qui nous a soutenus via le programme Auratrans 2021. On observe en fait une dépollution qui se met en place beaucoup plus rapidement sur le gaz lorsqu'on est dans ce type d'utilisation que pour le diesel. Et il se trouve que les véhicules scolaires fonctionnent très majoritairement dans ce type de trajet, beaucoup d'arrêts, beaucoup à froid. Encore deux questions. Un message important que vous avez tous porté, c'est les bénéfices attendus du rétrofit. Alors à la fois pour les donneurs d'ordre, collectivités, les transporteurs, les constructeurs. C'est quoi quelles sont les aspérités positives que vous mettez sur la table sur les bénéfices, les bienfaits même du rétrofit? Bien sûr. Moi, je dis toujours que le rétrofit peut être aussi vertueux que ce qu'on va mettre comme moyen pour lui permettre de se mettre en place, parce qu'en fait, on est dans une logique de filière, il n'y a pas que nous. Mais vous l'avez dit aussi en introduction, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on a des objectifs à atteindre au niveau européen, au niveau national. Et en fait, on peut tous comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir plus des données, on peut tous comprendre que si on attend qu'un renouvellement naturel du parc se fasse, on ne va jamais y arriver. Et donc c'est là que le rétrofit peut vraiment apporter un levier pour atteindre les quotas de véhicules propres. Ça, c'est important. Ensuite, il y a l'aspect économique. Aujourd'hui, la solution que nous avons développée permet à mon client, mais aussi à la collectivité, d'avoir des véhicules de dernière génération, puisque c'est des motorisations Euro 6 au gaz naturel, à la moitié du prix d'un véhicule neuf. Voilà, ça c'est bien sûr l'aspect économique était très important. Ah ouais, ça compte pour les amortissements. Donc 50%. 50%. Exactement. Et ensuite, je peux vraiment parler très longtemps. Je pense que un des aspects qu'on oublie souvent quand on parle de transition, c'est l'aspect géopolitique. Oui. Et ça, c'est vraiment, il ne faut pas l'oublier. Je pense que quand on dit... C'est quoi ça? Qualifie-le. Je pense que quand on dit qu'on va aller tous vers l'électrique, on signe progressivement une dépendance à l'Asie dont on ne se rend pas compte. Et en fait, les solutions de rétrofit permettent, entre autres, de générer des centaines d'emplois qui ne sont pas délocalisables. Tout à fait. De favoriser des sociétés nationales, voire locales. Nous, on a fait, il y a plus de 50% de nos composants qui viennent de la région Aura.
donc malheureusement pas tous, et 100% de fournisseurs D'accord. européens. Et ça, c'est important. Alors que 85% des composants d'une batterie proviennent d'Asie, effectivement. Aujourd'hui, Ouais. mais il faut qu'il y ait des entreprises Il y a françaises des qui s'y filières qui se mettent. mettent en place, hein. Les Exactement. gigafactories qui sont en train de s'installer. Une dernière question, coup d'après, c'est l'hydrogène. Alors, on en est où? Alors, effectivement, nous, on s'intéresse à l'hydrogène depuis 2020. Et on s'y intéresse, tout simplement, c'était une suite logique pour nous. On est des experts de la motorisation thermique. Et donc, en fait, on croit que ce n'est pas le moteur qui est mauvais, mais c'est ce qu'on met dedans. Et aujourd'hui, on a développé l'un des premiers moyens d'essai en France pour tester des véhicules, des moteurs, excusez-moi, qui brûlent de l'hydrogène comme carburant. Nous allons réaliser nos premiers tests cet été. Et en termes de retrofit, pourquoi pas? C'est tout à fait quelque chose qui est possible, puisqu'il y a beaucoup de briques de ma solution gaz qui peuvent aller dans l'hydrogène, mais ça sera potentiellement pas avant quelques années. Mais on y travaille déjà. D'accord. Alors, messieurs, débriefing, est-ce que vous avez une question à poser à notre invité, une réaction? Qui prend la parole? Vous, par exemple? Allez-y. Très bien. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je crois que je voudrais simplement dire déjà en introduction, en tant que représentant d'une des entreprises les plus anciennes de France, je voudrais souhaiter à tous... Quel âge? Eh bien, 192 ans cette année, puisque ça remonte à 1830, donc 8e génération. Donc le premier message que je voudrais passer à toutes et à tous, il y a de nombreux jeunes dans la salle et des moins jeunes, c'est un message d'apaisement et de tranquillité. Parce que depuis 2 ans... Expliquez, pourquoi vous dites ça? Alors je dis ça pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. Les 2 années qu'on vient de passer, c'est quand même des années qui n'ont pas été très faciles. Et on a l'impression que tout nous est tombé sur la tête, là, d'un coup, avec la pandémie. Et puis maintenant, quelque chose qui va complètement bouleverser la donne, qu'on ne voit pas arriver, ou du moins on le voit arriver, mais on n'ose pas trop en parler, c'est la guerre en Ukraine, qui va redistribuer la carte au niveau des énergies, et notamment du gaz. C'est là où je voulais en parler pour le rétrofit. Donc nécessité de dézoomer pour vous un peu. Mais nous, au niveau de notre histoire, et celles et ceux qui se passionnent pour l'histoire, notamment pour l'histoire de notre pays, pour l'histoire de France, pour l'histoire du transport et pour l'histoire de l'évolution des énergies, puisqu'aujourd'hui on est quand même au cœur du débat. Quand on a 192 ans d'ancienneté... Vous avez changé combien de fois d'énergie sur les 192 ans? Ah ben ça, c'est une bonne question. Combien? Qui était un buzz d'abord. Alors, combien? 5 fois. 5 fois? Eh oui. Vous avez démarré avec... Et la plus ancienne, c'est le foin, l'eau et l'avoine, puisque de 1830 à 1920, c'était les chevaux. D'ailleurs, quand je suis à Paris, je suis émerveillé. J'aime bien voir toutes ces photos d'avant la première guerre de 14, où on avait cette première grande mixité, finalement, des tabloïds où on voit les omnibus à chevaux dans Paris qui côtoient les premières voitures. Et c'est la Première Guerre mondiale qui a vraiment mis en avant la première énergie, l'essence, l'énergie fossile, hein, malheureusement. Pendant 20 ans, après le diesel, les balbutiements du diesel ont commencé juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était de mauvais résultats. Et après, c'est là où je veux vraiment donner ce témoignage. Tous les pouvoirs publics, tous les industriels, toutes les entreprises, ils ont mis une seule énergie en avant dans les années 50, c'est le diesel. Bien sûr. Et là, je crois qu'on est au cœur du débat aujourd'hui qui nous anime dans les entreprises de transport, que ce soit la marchandise ou le voyageur, c'est qu'à l'heure où on parle, personne ne détient vraiment la vérité. Et je vous rejoins sur l'électrique, je vous rejoins sur le gaz, il faut qu'on soit extrêmement prudent. Nous, on l'a vu dans la présentation, on a un des plus grands parcs de GNV. Le problème, c'est que la donne vient de changer avec la guerre en Ukraine. On ne sait pas à quel prix on va avoir le gaz en fin d'année. À date, est-ce que cette situation tendue sur la donne énergétique et à l'échelle mondiale contrarie ou peut contrarier votre trajectoire de transition? Alors, non, parce que si on est là aujourd'hui, oui, en même on temps, vous en remercie, c'est parce qu'on a quand même fait des choix qui vont se confirmer. Et je dirais que le trophée Ève ne va venir que confirmer et amplifier les choix qui doivent être faits dans les entreprises, c'est-à-dire premièrement un choix de base en gestion qui est les économies d'énergie, c'est la base, mais il va falloir aussi qu'on ait
modification des comportements. Si on n'a pas une modification générale des comportements dans les bureaux, dans les cars, dans les voitures et de partout, ça ira pas. Comment vous le managez, ça? Alors, comment on le manage? Eh bien, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les dames, parce que là aussi, quand on a 190 ans d'histoire et quand on connaît l'histoire de notre pays, quand on entend parler de l'égalité homme-femme en termes de salaire, nous, oui, chez Gino, bien on ne sait pas, plateau, ce que ça représente, parce que les femmes ont contribué à faire avancer notre pays, notre entreprise, après les conflits, et puis donc je leur adresse vraiment un hommage important. Mais, malgré tout, quand en plein hiver, on voit arriver dans les bureaux des filles qui viennent avec un chemisier comme en plein été, il faut se poser les questions. L'hiver, il fait un peu plus froid. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir des bureaux à 24 degrés. Et en été, on a des cahiers des charges de certains opérateurs dont je tairai le nom, qui nous indiquent noir sur blanc qu'il faut que la température d'écart, été comme hiver, soit à une température de 22 degrés toute l'année. Donc, tant qu'on ne va pas changer un petit peu ce genre de comportement, on n'y arrivera pas. Alors, donc c'est important ce que vous dites, parce que du coup, ça concerne, bon, l'histoire des chemisiers, ok, mais ça concerne une cohérence de l'ensemble des acteurs, du donneur d'ordre jusqu'à vos collaborateurs dans l'entreprise. Vous avez fait un choix délibéré, une rupture, forte et rapide, en choisissant l'électrique. On est en 2018, donc vous avez 4 ans de recul. Alors, bonne pioche, mauvaise pioche? Alors, pour moi aujourd'hui, très bonne pioche pour nous. Bon, maintenant, tout à l'heure, on parlait de... Excusez-moi. On parlait... Oh là là, je vous sers de l'eau. Je manque à tous mes devoirs. Voilà. Allez-y. Allez-y. Voilà, ça va aller mieux. On parlait de l'Asie tout à l'heure. Quand j'ai commencé, donc on a commencé en 2018 à acheter le premier autocar électrique, il y avait que Yutong, le constructeur, qui ne fabriquait que des autocars électriques. Et notamment encore aujourd'hui, il n'y a que Yutong. Donc si on nous avait proposé, ou si on nous propose aujourd'hui un autocar, je ne parle pas d'autobus, je parle d'autocar électrique en Europe, bien sûr, notre choix se serait fait sur ces véhicules. En l'occurrence, vous avez dealé avec un constructeur chinois, vous, à l'époque. Oui, c'était le seul, c'est le seul, sur la place. Et c'est le seul aujourd'hui qui construit des autocars. Donc, j'ai été convaincu à l'époque avec mon fils, parce que c'est mon fils aussi qui prend les décisions, sur le choix de prendre ce véhicule. Pourquoi ? Parce que ce véhicule était construit, je crois, entre 60 et 70 000 exemplaires par an. La technologie, bon, j'ai pris un risque, c'est vrai, mais zéro défaut. On est arrivé aujourd'hui avec les deux véhicules à 400 000 km et on a quasiment zéro défaut, quoi, avec des techniciens qui sont présents et puis des véhicules qui ont fait leur travail. Voilà. Durée de garantie des batteries ? Garantie 8 ans. 8 ans. Et aujourd'hui, nous avons donc 4 ans d'exploitation et quasiment 400 000 km. Et pour nous, c'est tout à fait correct, aussi bien au niveau économique, aujourd'hui par rapport à un thermique. On regrette même, on a renouvelé sur la ligne régulière 2 véhicules thermiques. On aurait, aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû refaire avec 2 véhicules électriques. Bon, après... Vous en avez un sur une ligne régulière et l'autre pour une offre de tourisme local. C'est quoi l'autonomie ? L'autonomie, on arrive à faire 300 km sans souci. Maintenant, c'est la même chose, il faut travailler sur l'éco-conduite, comme un thermique, mais on arrive sans problème, oui, à passer les 300 km. Quel est le seuil de rentabilité ? Le seuil de rentabilité, il faut, c'est vrai, je le dis souvent, pour faire un service scolaire, il faut oublier l'électrique. Il faut à peu près, nous on fait 84 000 km par an avec le quart de ligne, et à 70 000, on est point zéro avec l'autocar thermique. Bon, là, c'est facile pour nous les comparatifs, puisqu'on a 2 autocars thermiques et un électrique qui travaillent sur la même ligne, qui font les mêmes services.
soit 300 km par jour. Donc on fait juste un petit point de recharge le midi. Et donc le véhicule électrique, c'est lui qui part le premier le matin et qui rentre le dernier le soir. Quand vous dites que vous êtes à votre point zéro à 70 000 km, donc au-delà, c'est du plus, hein, c'est quasi du bénéfice. Oui. Est-ce que vous incluez l'amortissement de l'investissement de panneaux solaires là-dedans ? Parce que vous avez un parc de plus de 500 mètres carrés de panneaux solaires. Oui, je crois. Alors c'est à part. Nous, on produit actuellement, avec nos 520 mètres carrés de panneaux solaires, 100 000 kW à l'année. Et on consomme, avec nos 2 véhicules électriques, 84 000 kW. Donc aujourd'hui, on se dit, bah oui, on est indépendant, on pourrait. Bon, malheureusement, il faut qu'on revende à Enedis l'énergie et on la rachète. Bon, Pierre parlait dans son introduction de la prise de risque, hein, parce qu'un investissement d'un autocar comme ça, c'est 350 €. Oui. 150 pour un... 170, oui, ouais, pour un véhicule équivalent, oui. Bon, comment vous récupérez le delta ? Sur des électricités. Hein. Pour faire 100 km, nous sommes aujourd'hui à peu près à 6 € avec un véhicule électrique. Et nous sommes, on a dépassé les 32-33 € pour un véhicule thermique. D'accord. Donc sur le nombre d'années, on est tout à fait bien. Enfin là, aujourd'hui, on amortit très bien nos véhicules et l'électrique a tout à fait sa place. Et même sur du tourisme local. Donc le tourisme local, on est sur 2 créneaux, hein, le tourisme local et la ligne régulière. Sur le tourisme local, on s'aperçoit que nos clients sont demandeurs. Et justement, chacun fait son bilan carbone. Et c'est parti de là, en fin de compte, qu'on a mis un électrique, on a commencé sur le tourisme. Régis Prunet, alors, l'importance de la présence, de l'impact territorial. Donc, Baquercy, région Occitanie. Oui, hein, tout à fait. Nous transportons principalement des scolaires dans le département du Tarn-et-Garonne. D'accord. Alors aujourd'hui, votre énergie, c'est gaz diesel ? Alors non, j'ai essayé de monter un projet avec une usine de méthanisation. Tout à fait, j'ai une usine de méthanisation à 6 km de mon dépôt. Ouais. En fait, il s'est avéré que tous les allers-retours pour aller faire le plein à l'usine de méthanisation ne compensaient pas l'économie. Et construire un gazoduc de 6 km économiquement, c'était pas rentable. Donc du coup, votre performance énergétique, comment vous l'organisez ? Du coup, on s'attache à faire le plus d'économies possible sur le diesel. On n'a pas d'autre choix que d'utiliser du diesel, puisque nos cars scolaires ne font que 20-25 000 km par an. Donc un entretien accru du parc, notamment filtre à air, pneumatique, donc un entretien pointu du parc grâce à des logiciels métiers. Et ensuite, on a beaucoup de voitures. Les cars en fin de ligne restent sur place et sur 46 ou 7 lignes scolaires, j'ai une quinzaine de voitures qui roulent. On évite les kilomètres à vide avec des autocars. Alors, donc, transport scolaire, donc l'autorité de transport, c'est la région, le conseil régional. Comment vous challenge-t-il dans les appels d'offres et qu'avez-vous à nous dire de la cohérence de la demande des collectivités par rapport à votre transition énergétique ? C'est là où je voulais en venir. C'est qu'il faut faire évoluer les mentalités des autorités organisatrices. Après, il y a un problème économique aussi. Mais aujourd'hui, dans nos appels d'offres de cette année, il n'y avait que l'âge du car qui rentrait en ligne de compte pour l'attribution des points. Donc, aucune condition d'attribution en fonction de l'énergie que nous utilisons. Donc, le problème vient de là. Il faut faire évoluer les cahiers des charges. La loi doit-elle passer par là, selon vous ? Doit-elle imposer des cahiers des charges ? Alors j'avoue que c'est des décisions difficiles à prendre pour les régions, puisque, comme disait M. Ginoux, le gaz, en Occitanie, on a peur que ce soit le Minitel de l'informatique. Donc c'est vrai que c'est difficile d'influer sur les décisions des régions en orientant vers telle ou telle énergie.
Mais oui, il va bien falloir à un moment donné passer par la loi pour orienter l'énergie que nous allons utiliser. Le problème du rétrofit, c'est très bien, mais aujourd'hui, avec uniquement l'âge du véhicule dans le cahier des charges, c'est pas possible. Alors, c'est pas forcément la réalité dans toutes les régions, hein. Mais oui, madame. Oui, justement, donc je vous rejoins complètement. C'est, comme je disais au début, c'est pas juste nous qui proposons une solution. Il y a aussi les autorités organisatrices, il y a les personnes qui produisent l'énergie. Donc effectivement, en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu un changement de conditions dans les critères de choix, dans les appels d'offres. Et c'est pourquoi nous avons pu faire plusieurs devis pour diverses sociétés pour qu'ils adoptent le rétrofit. Donc ils vont tester, mais il y a d'autres régions aussi qui commencent à se poser la question, qui ouvrent la voie. Mais c'est pas simple, ça c'est sûr, c'est un sujet nouveau, c'est des véhicules qui n'existent pas. Bien sûr. Et pour rebondir aussi sur ce que M. Ginou a dit au début, puisque vous parlez de méthanisation, donc de gaz, effectivement, je vous rejoins aussi. Le contexte géopolitique n'est pas favorable. Je rajouterais aussi que la filière méthanisation a beaucoup d'obstacles encore, beaucoup de points faibles, mais je pense très sincèrement que c'est l'une des énergies les plus prometteuses quand on arrivera à mettre en place des systèmes, des process de production de l'énergie qui seront vraiment cohérentes et qu'on augmentera la part de bio-GNV dans le réseau. Et ça ne dépend pas de nous, encore une fois. Et vous êtes doublement méritant, Régis Prunet, parce que du coup, vous arrivez quand même à cibler 90-95% en Euro 6 dans ce contexte. Aurez-vous besoin, elle est ouverte, hein, je vous pose la question à vous quatre, d'argent public pour accélérer votre transition? Et après, j'aurai encore une question à vous poser sur Ève. Alors, l'argent public indirectement, si l'attribution des marchés publics sont liés à l'énergie que nous utilisons, indirectement, oui, c'est l'argent public qui va servir à la transition écologique. Quelqu'un souhaite dire quelque chose là-dessus? Oui? Vas-y. Voilà, donc moi je parlerai un peu pour la région Bretagne. J'en profite aujourd'hui parce que nous avons fait la démarche sans argent public, on l'a fait tout seul, aussi bien pour les panneaux photovoltaïques que pour la phytoépuration qu'on a mis en place au début d'année, que par les autocars électriques. Et je rappelle quand même à nos élus, à nos décideurs, qu'il faudrait peut-être prendre en considération, parce que c'est bien gentil de faire la démarche aujourd'hui, je suis très fier de venir chercher ce trophée, mais j'ai l'impression que sur le terrain, on oublie un peu tout ça. Quand on voit encore des appels d'offres qui passent avec 10% pour l'environnement, 70% pour le prix, et nous avons chez nous, notre belle région Bretagne, la presqu'île d'Orvis, encore des autocars de 20 ans et ça gêne personne qui roulent tous les jours. Donc c'est là qu'il y a le souci. Ouais, c'est là-dessus, quoi. Alors les transporteurs avancent, mais par contre les clients privés, oui, les clients privés sont complètement... Par contre, nous... je me pose quand même certaines questions. Daniel Cunegel, merci de la franchise de vos propos. Daniel Cunegel, comment vous l'abordez, votre transition énergétique? Et expliquez-nous de quelle manière, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, hein, pour la suite du programme, de quelle manière Ève vous accompagne, enfin, quel est l'apport, quoi, hein? Est-ce que c'est un accélérateur, un accompagnateur, une grille de décision? Expliquez-nous ça. Bon, alors déjà, j'aimerais rassurer Monsieur Genoux. Moi, je viens de l'Est et chez nous, on a tous un pull à proximité parce que vu les variations de température, c'est des fois dommage, mais bon. Juste peut-être pour répondre à la question précédente, je pense que c'est pas forcément de l'argent public et de subventions dont nous avons besoin, comme ça a été dit. Par contre, il faut que nos autorités acceptent que les prix des services s'en ressentent de cette transition, parce que c'est un coût pour nos entreprises. Et on ne peut pas à la fois vouloir faire en sorte que les entreprises fassent cette transition avec une illusion que les prix restent au niveau que nous avions par après. Donc, acceptons que ça consiste en un enchérissement que nos autorités prennent en charge. Alors, à votre question par rapport à Ève, d'abord, je dirais une chose, c'est que
On vit une époque formidable, puisque ça a été dit. Alors, nous n'avons pas tous des entreprises aussi anciennes que M. Ginux, mais je pense dans l'histoire récente de notre métier, c'est la première fois que nous sommes dans une telle transition, dans une telle rupture. Et nos pères, nos grands-pères, peut-être nos arrière-grands-pères raisonnaient sur une certaine forme d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes obligés de raisonner sur une rupture dans ces énergies. Alors on y voit beaucoup d'angoisse, mais on y voit juste une super opportunité par rapport à nos entreprises, et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinairement motivant, même si c'est en partie anxiogène. Et je pense que c'est un vrai défi vis-à-vis de nos entreprises, parce que la question est simple, soit on fera cette transition énergétique et on y arrivera, on aura les moyens financiers en termes de compétences et on continuera d'exister, soit on n'a pas les moyens, et clairement demain c'est la pérennité qui est en jeu. Et par rapport à ça, et pour venir à votre question, je trouve que Eve, engagement volontaire pour l'environnement, nous on y a adhéré dès le début pour la partie voyageurs en 2011, a été un précurseur dans le fait de sentir cet enjeu absolument fondamental pour notre métier. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié dès le début dans ce programme, c'est qu'il n'y avait absolument rien de coercitif. C'était pas tu dois, il faut, tu n'as pas le choix. Ça a été plutôt un accompagnement. Vous nous avez donné la main, un guide qui a permis de mettre en relief, qui a permis de mettre en perspective beaucoup de choses qui étaient déjà faites dans nos entreprises, parce qu'on n'a pas réinventé le monde non plus. Enfin, on a tous toujours eu soin, à travers de la conduite rationnelle, à travers le renouvellement de notre matériel, d'abaisser nos consommations. Simplement, Eve a permis de donner un cadre à tout ça, a permis de nous accompagner, de donner du relief et de la visibilité. Est-ce que vous pouvez dire à la profession que Eve est la démarche de référence pour vos transitions énergétiques? Oui, je dirais ça. Oui. Aujourd'hui, Eve s'est imposé comme un incontournable dans notre profession et un référentiel, même si ce n'est pas un référentiel. Mais... Merci beaucoup. Vous étiez à l'écoute de ces propos, des propos engagés de ces lauréats. Vous avez un commentaire en conclusion, Daniela? En conclusion, je dirais simplement que c'est très bien qu'il y ait tous les engagements d'Eve, et ce type d'événements sont extrêmement importants, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder toutes les possibilités existantes. Il ne faut pas fermer les yeux sur une énergie par rapport à l'autre. Je pense que c'est très important, en tout cas, de se poser les bonnes questions, d'avoir les gens qui peuvent expliquer aussi les atouts, les inconvénients, parce que toutes les solutions ont des limites aussi, et seront pertinentes pour des cas d'usage donnés. Donc, ma conclusion, c'est que demain, on va être dans un mix énergétique. L'hydrogène sera très bien pour certains segments, l'électrique pour les voitures individuelles aussi, pourquoi pas, le gaz, le biocarburant. On a vu en ce premier semestre 2022 la revalorisation du B100, alors que ça semblait un carburant qui était complètement en dehors de la transition. Donc vous voyez, il y a des choses qui bougent et ça va continuer à évoluer. Donc considérons toutes les opportunités, les possibilités. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, révision de tout ce qu'on vient d'échanger, de partager. Vous allez prendre, sauf si vous êtes réfractaire, votre smartphone et taguer le QR code qui va s'afficher à l'écran. On a 4 questions à vous poser, 4 questions de sondage sur ce que nous venons d'entendre. Donc, vous allez sur alors le QR code, si vous n'y arrivez pas, vous tapez sur votre navigateur wclap.com/ev2. Et puis, vous allez rentrer dans la session avec 4 questions qu'on va vous poser. Et la première, ça va? Vous êtes dessus? Je vous laisse encore quelques secondes. Alors, celles et ceux qui sont à distance doivent également participer, bien évidemment, puisque vous avez le QR code qui s'affiche à votre écran. Et quand vous êtes prêts, on va lancer la première question. J'en ai 4. Alors, c'est des questions quiz ou des questions de sondage, vous allez voir. Et ce sont des questions qui ont été proposées par nos lauréats. Ça y est, vous y êtes. On peut mettre à l'écran la première question, s'il vous plaît, qui nous est proposée par les transports Ginou.
Dans l'histoire de cette presque bicentenaire entreprise, combien d'énergies ont permis à cette entreprise d'avancer de 1830 à 2022? 2 types d'énergie, 4, 5 ou 10. Je vous donne une quinzaine de secondes pour répondre. Alors, allez-y. Ça va, vous l'avez la question hein, sur vos smartphones? Très bien. Donc vous répondez, je vous donne encore 10 secondes. Il l'a dit, je crois, tout à l'heure, hein, le nombre d'énergie utilisées par cette entreprise depuis sa... Comment? Ok. Je vous présente mon oreillette. Donc, 1830, c'est un truc de dingue hein, quand même, 1830, jusqu'à aujourd'hui. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1, c'est terminé. Alors, vous répondez, ouais, vous suivez, hein? Bravo! C'était 5. On les rappelle, parce que c'est bucolique, hein? Vous les rappelez, les 5 énergies? Le foin. Bien, celle qui a duré le plus longtemps, je l'ai dit, voilà, c'est le foin. Bon, il y avait l'avoine et l'eau, bien sûr. Ouais. Après, on est passé à l'essence, tout de suite au lendemain de la Première Guerre mondiale. Après, on est passé au diesel. Et qui est encore d'actualité avec ses différentes évolutions. On a introduit le GNV et l'électrique. Voilà. Parce qu'on s'arrête en 2022. Mais vous avez un quart. Je précise que j'invite d'ailleurs tout le monde. Il faudra prendre note sur vos agendas puisque nous allons présenter en avant-première votre quart hydrogène au Salon de Lyon au mois d'octobre. Très bien. Voilà, qui est actuellement bonne chance. En préparation. Alors, la deuxième question, proposée par les autocars Bobet. Quelle est la consommation annuelle des 2 autocars électriques? Il me semble que vous l'avez dit aussi tout à l'heure. 34 000 kWh, 64 000, 84 000, 124 000 kWh. Alors, consommation annuelle. Allez, 10 secondes, faites vite. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Vos réponses. Ils sont bien, hein? Ils sont bons, bravo. Bon, 7 et 4, 11. 14% d'entre vous ne suivent pas quand même. Hein. Mais bravo pour les 89%, 86%, on se concentre sur vous. Alors la troisième question, ça n'est pas une question quiz, c'est une question de sondage. Elle nous est amenée par les voyages Cunégel. Elle est intéressante de vous sonder au vu de ce qu'on vient d'échanger. Est-ce qu'on peut imaginer les politiques publiques imposer ou mettre à disposition vos outils de travail, à savoir vos autocars? Est-ce qu'ils vont faire la loi demain? Les autorités de transport, régions, agglomérations, etc. Comment vous voyez les choses? Quelles sont vos craintes en la matière? Alors, vous répondez tout à fait d'accord, assez d'accord, pas forcément d'accord, ou alors pas d'accord du tout. Est-ce qu'il y a des zones de risque, des craintes ou pas quoi, sur ce sujet? On vous donne une dizaine de secondes. C'est un sujet sur lequel on pourrait discuter pendant 2 heures. Hein. Mais c'est juste pour nous inspirer, quoi, hein, pour la suite. Hein. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1, c'est terminé. Alors, vous dites 49, 59, 68%, vous êtes, donc 2 tiers d'entre vous, tout à fait d'accord ou assez d'accord sur cette... Bon, il y a un sujet là-dessus, hein, que la profession a commencé à apprendre, bien évidemment, et sur lequel vous devez travailler, et travailler d'abord territorialement, bien évidemment. Et puis la dernière question, c'est la vôtre, c'est quelle est l'autonomie moyenne d'un autocar ayant réalisé un rétrofit GNV sur un moteur Euro 5? On a entendu la réponse aussi. 100, 200, 300 ou 400 km. Elles sont anonymes les réponses, hein. On ne trace pas, hein, rassurez-vous.
Non, on n'est pas en train de faire la sélection de la prochaine cuvée du programme Eve. Hein. Vous savez, c'est les éliminatoires, quoi. Encore 10 secondes. Allez, répondez vite. Voilà. 3, 2, 1. C'est terminé. Et votre réponse est 300 km à 70%. C'est effectivement la bonne réponse. Bravo à vous. Bravo encore une fois à nos lauréats. Merci beaucoup, madame. Merci Je vous invite à rejoindre la salle. Et nous allons...